Bonjour à tous, bienvenue au podcast J'essaye d'arrêter, le seul podcast où est-ce que l'objectif c'est d'arrêter de faire des podcasts. Donc, bonne nouvelle, si vous aimez, si vous partagez et plus vous commentez, plus je risque d'arrêter rapidement ce projet. Peut-être même si on atteint notre objectif, ce sera le seul épisode, qui sait, et on se reverra un peu plus tard cette année dans un prochain projet de balado. Mais vous savez, j'ai décidé de faire ce projet temporaire parce que je suis victime, comme ceux le savent qui m'ont suivi dans les dernières peut-être 8 années, je suis victime d'une maladie non identifiée dans le système médical qui s'appelle le TOC au carré, le TOC au carré, le trouble obsessif de la curiosité compulsive. Et j'ai de la difficulté à m'arrêter de chercher et de me poser des questions et de vouloir interagir avec des gens. Et là, j'ai eu une rechute, en fait, de mon addiction la semaine dernière, lorsque j'ai vu mon invité aujourd'hui parler en ligne et je me suis dit, j'ai absolument besoin de lui envoyer un message, voir s'il veut se joindre à nous pour un épisode de balado ici au Québec, un invité qui nous vient de l'Hexagone et je vais vous le présenter dans un instant. Petite mise en contexte, si vous avez suivi mon ancien projet qui s'appelait Franc-maçon, aucun lien avec l'association secrète franc-maçonnique, bien sûr, c'était pour le jeu de mots. Mais mon dernier épisode, le 43, c'était avec le physicien Nassim Haramein, où est-ce qu'on avait étudié sa théorie, en fait, selon l'origine de la masse, l'origine de la gravité et de la masse par la solution de la masse holographique. On avait travaillé un petit peu sur ces travaux juste pour avoir une approximation un peu de à quoi ça pouvait ressembler. Et comme c'est quelque chose qui me passionne, alors aujourd'hui, on récidive suite à des commentaires qui avaient été mentionnés par vous d'ailleurs sur l'épisode de M. Haramein. Vous aviez dit pourquoi ne pas recevoir M. Jean-Pierre Petit de l'Hexagone également. Il travaille sur des projets de physique également qui s'appellent de son côté le modèle Janus. Et la semaine dernière, je connaissais bien sûr déjà M. Petit dans la dernière décennie environ. Mais la semaine dernière, le fait est arrivé que à la chaîne YouTube de François Asselineau sur la Nouvelle République, je crois, peut-être on me confirmera le bon nom, il avait invité M. Jean-Pierre Petit à partager un espace environ 1 heure, 1 heure 30 sur les liens entre la science et la politique. Et ça m'a façonné parce que je trouve que dans nos systèmes politiques, on aurait tout à gagner, en fait, d'avoir un peu plus d'input ou d'informations provenant des scientifiques, en fait, qui sont en œuvre présentement, chacun dans leur domaine, pour avoir une vision politique cohérente avec l'univers. Donc, voilà ce qui m'a poussé à communiquer avec M. Petit aujourd'hui. Alors, avant de commencer, avant tout, M. Petit, il est ingénieur à la base, physicien de carrière, penseur hétérodoxe, vraiment, qui a passé des décennies à essayer de faire parler son modèle cosmologique, le modèle Janus, tant bien que mal dans le monde scientifique français et international, bien sûr. Il est aussi spécialisé dans la mécanique des fluides, il me corrigera bien sûr si je me trompe, et c'est un auteur de plusieurs livres, donc des bandes dessinées scientifiques pour éduquer la population à ses propres thèses et à l'histoire de la science plus largement. Donc vraiment un homme avec les talents multiples qui se joint à nous aujourd'hui. Et nous sommes présentement le 22 juin 2025 au moment d'enregistrer cette émission. On est en début d'été. On vient de passer l'équinoxe, excusez-moi, le solstice d'été, pardon. Et Monsieur Petit, je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui à J'essaye d'arrêter. On vous souhaite la grande bienvenue également au Québec. Est-ce que vous auriez tout d'abord quelque chose à ajouter, à modifier sur la présentation brève que j'ai faite de vous? Et dites-moi peut-être comment allez-vous en général de votre côté de l'Atlantique et à quoi vous pensez ces temps-ci? J'essaye d'aller du mieux que je peux. Hein. Ce que je suis, j'ai 88 ans, j'ai 50 ans de recherche derrière moi, quoi, c'est ça, c'est tout. Et puis, j'ai toujours eu à cœur de... Vous savez, moi, ce que je dis pour la recherche, c'est comme dans le football, les buts, on les marque sur le terrain, pas dans les vestiaires, vous voyez? C'est-à-dire que c'est très dur, mais il faut placer ces articles dans des revues scientifiques de haut niveau. On en parlera tout à l'heure, c'est pas commode. Je suis obligé de le faire, voilà. En effet, c'est pas commode et vous m'aviez mentionné ça par courriel, j'avais trouvé ça très intéressant. Les gens ont souvent l'impression, moi le premier quand j'étais plus jeune, on nous vend souvent l'univers scientifique comme un univers de collaboration, de respect, d'entrée ici et là et de considérer toutes les idées, mais c'est pas toujours le cas. Et je voudrais peut-être vous citer en commençant l'entretien, avant de vous laisser parler un peu plus sur le modèle Janus. Dans une de vos vidéos, pour les gens qui connaissent pas, vous avez une chaîne YouTube, donc Jean-Pierre Petit, et il y a
les listes de lecture, des playlists, où est-ce que vous avez une liste qui s'appelle donc le modèle Janus. Il y a une quarantaine de vidéos dans ça. Et dans un des vidéos que j'ai écoutées dans la dernière semaine, je vous cite, c'était la vidéo numéro 7, Janus 7. Ouvrez les guillemets. On vit dans une espèce de mythe qui est celui du progrès des connaissances, qui fait que tout cela va finir par s'assembler de manière extrêmement harmonieuse. Mais non, il reste toujours des crises et vous allez le découvrir à travers ces quelques minutes de vidéo. Fermez les guillemets. Alors, j'imagine que dans le milieu scientifique, en effet, s'il y a des crises, ça veut dire que l'harmonie n'est pas parfaite. Donc, pouvez-vous nous parler un petit peu de comment ce combat s'est passé pour vous et en quelles années est-ce que vous avez commencé à avoir un modèle que vous trouviez qui était cohérent, ce modèle Janus, et que vous avez essayé de l'introduire dans le modèle scientifique standard ou de tisser des liens, créer des réseaux et comment ça s'est passé en fait? Là, vous savez, le premier qui a posé l'idée qu'il puisse y avoir non un univers, mais deux, c'est-à-dire deux facettes d'univers, c'est le russe Andrei Sakharov. Et il a publié ces travaux-là en 1967. Alors, en 1967, on découvre un travail tout à fait étrange, un type qui dit non, il n'y a pas un seul univers, il y en a deux, et dans le second univers, le temps va dans le sens inverse. Vous voyez, et les deux univers sont reliés par le Big Bang. Alors ça, c'était très, très surprenant, mais pour lui, c'était une façon d'expliquer l'absence d'antimatière cosmologique. Vous savez, dans le modèle d'univers standard, eh bien, on est arrivé petit à petit à la conclusion que l'univers avait été fait de matière et d'antimatière, et à une époque quand l'univers était âgé de moins d'un centième de seconde, c'était une sorte de mélange avec de la matière et de l'antimatière qui passait son temps à s'annihiler. Et puis, inversement, les photons très énergétiques, les photons gamma, redonnaient des coupes matière-antimatière. Et puis à ce moment-là, l'univers est entré en expansion. L'expansion a réduit la longueur d'onde des photons, parce que les longueurs d'onde des photons, les photons ont une longueur d'onde lambda, et cette longueur d'onde lambda, elle se distend en même temps que l'univers. Alors si la longueur d'onde augmente, l'énergie des photons diminue et ils sont plus capables de produire des paires matière-antimatière. Ce qui fait que normalement tout aurait dû disparaître. Alors de quoi est fait l'univers actuellement? Eh bien, il y a quelque chose qu'on appelle le vide, qui est en fait un énorme volume rempli de photons, qui sont les photons primitifs, ce qu'on appelle le rayonnement à 3 degrés cadre. Et puis à côté de ça, mais il y a un peu de matière. Et la question qui existe depuis plus de 50 ans, c'est pourquoi est-ce qu'une particule sur un milliard ne s'est pas annihilée. Alors Sakharov a eu l'idée suivante, il a dit, bon ben, moi je suggère que le rythme de production de la matière était plus fort que le rythme de production d'antimatière. Ah oui, mais alors la matière, elle se produit à partir de quoi? Bon, les baryons, vous savez, ils sont faits de 3 quarks. C'est la théorie de Gell-Mann. Donc l'idée, c'est que la matière était faite à partir de 3 quarks, et puis l'antimatière était faite à partir de 3 antiquarks. Donc l'idée de Sakharov, c'était que la fabrication de matière était plus rapide que la fabrication d'antimatière, ce qui fait que dans l'univers actuel, mais il reste de la matière et puis un complément en quark. Mais ça crée une sorte d'asymétrie. On aime bien la symétrie en physique, donc Sakharov a imaginé qu'il y avait un autre univers où la proportion était inverse. C'est-à-dire dans cet univers, il y a de l'antimatière et puis il y a des quarks. Donc il avait mis cette idée-là en 1967. Alors maintenant, si je vous parle de la façon dont le modèle Janus est apparu, c'est intéressant parce que, en fait, moi, j'ai fait des rencontres marquantes avec des mathématiciens extraordinaires. J'ai eu la chance de croiser des types qui sont certains pratiquement des génies, quoi. Bon. Et donc. Oui, parce qu'en fait, vous aviez déjà 25 ans dans ces années-là quand Sakharov a sorti son modèle et il y avait une expansion forte dans la physique à ce moment-là. Bien sûr, et simplement, il y avait des bons hommes, ça n'existe plus maintenant. Je veux dire, ce sont des types qui ont carrément 60 balais, 70 ans, qui sont des poids lourds de la science. Moi, je sais que j'ai été beaucoup aidé par un mathématicien qui s'appelait Lich Horowitz, qui était académicien, mais voilà des gens, chacun laisse son nom dans l'histoire de la science. Quand les gens ont vraiment de la valeur, on va retrouver leur nom dans les bouquins. Alors qu'actuellement, quand vous prenez tous ces gens que vous voyez à la télé qui parlent,
vous dites, mais lequel va laisser un nom? C'est quoi votre théorème? C'est quoi votre modèle? C'est quoi ce que vous allez... C'est effrayant. Ce sont des... Il y a un type qui avait trouvé un très bon qualificatif. Ce sont des intermittents du spectacle, quoi. Prenez par exemple Aurélien Barraud avec ses grands cheveux et tout ça. Il est là, son discours est complètement vide, mais asséné avec une force extraordinaire. Il dit des choses complètement insignifiantes avec une grande force. C'est ça, hein. Bon, alors moi, je rencontre au contraire des gens qui ont une profondeur extraordinaire. Donc, le premier, c'est un aveugle. Un aveugle qui est mathématicien et géomètre. Il s'appelait Bernard Morin, évidemment, tous ces gens-là sont morts. Et un jour, quelqu'un me dit, il y a un type qui vient faire une conférence et on aimerait te demander si tu pourrais pas faire des dessins. Alors, moi, j'aime bien faire des dessins, il n'y a pas de problème. Puis je vois bien dans l'espace aussi. Bon. Donc, je me retrouve avec ce type qui me demande de dessiner des choses. Donc, sur un tableau, je dessine ceci, et puis au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, comme on dit, j'ai les fils qui se touchent. Je comprends plus rien. Alors, je me vois encore posant le marqueur sur le rebord, en disant, bon, j'abandonne, quoi. Alors, il arrive, et ce type est aveugle. Donc, je suis allé le voir le lendemain dans sa maison de vacances. J'ai dit, mais qui êtes-vous, vous qui m'avez mis en perdition complète? Et qu'est-ce qu'on était en train d'exposer? Et c'était le retournement de la sphère. Vous imaginez le retournement de la sphère. Quand vous prenez une sphère qui est par exemple rouge à l'extérieur et verte à l'intérieur, eh bien, on peut la retourner à condition qu'elle puisse se traverser elle-même. Alors j'ai dit, bon, ben, vous allez lui expliquer tout ça. Alors ça m'a pris tout l'été. Alors il y avait une discussion assez surréaliste, puisque vous voyez, c'était un géomètre aveugle qui me parlait, et moi je fabriquais des modèles en carton que je lui amenais pour voir si j'avais bien compris. Donc ça a duré tout l'été jusqu'à ce que je comprenne. Et ça a d'ailleurs donné un article qui a fait date, qui est sorti pour la science, avec toute la description de ce retournement de la sphère. Mais disons que avec un type comme moi, j'ai touché tout d'un coup à un domaine qui s'appelle la topologie. Alors évidemment, quand vous avez vos téléspectateurs qui regardent cet écran, ils disent mais qu'est-ce que c'est que la topologie? Eh bien j'ai fait un album de bande dessinée qui s'appelle le Topologicon, qui est celui que je préfère pratiquement. Voilà. Et les gens qui veulent savoir ce que c'est que ça, ils se mettent là-dedans. Mais je disais que il y a un prologue dans cette bande dessinée. Il est déconseillé de lire ce livre le soir avant de s'endormir, après un repas trop riche ou quand on est sûr de rien, car ça ne fera qu'aggraver les choses. Et c'est vrai que la topologie, c'est vraiment... on ne sait plus qui est quoi, quel est l'endroit, quel est l'envers. On voit souvent des tas de petits problèmes comme ça. Et moi, je vous dis une chose qui est ma conviction. Dans l'après-guerre, on a loupé le train de la topologie. La physique n'a pas su intégrer cette dimension topologique. Et c'est toujours pas fait. Je veux dire que mes articles scientifiques, comme ils ont une forte connotation cosmologique, très souvent les gens ne les comprennent pas. Vous voyez, je sais pas, mais prenez par exemple, vous voyez, si je prends ce truc-là que j'ai sous les yeux, là, vous voyez, c'est une bande de papier comme ça. Cette bande de papier, vous voyez, elle a un endroit et un envers. Bon, eh bien, on montre la chose suivante, c'est qu'on arrive à replier cette bande sur elle-même, sur la ruban de Mébius. Regardez, hop, voilà la ruban de Mébius, vous voyez. Et là-dedans, par exemple, ça permet de comprendre une chose. Ici, vous avez vu, j'ai mis les flèches du temps. Je ne sais plus dans quel sens elles sont. Vous voyez, on les voit comme ça. Eh bien, ça veut dire que quand je fais ça, regardez, je mets deux régions de l'espace-temps ici. Et ces deux régions de l'espace-temps, eh bien, elles sont avec des flèches du temps opposées. Et ça, c'est l'idée de Sakharov. Et c'est extraordinaire. Alors, en ce moment, je suis en train d'écrire un livre, pas automatiquement pour le grand public, mais un livre pour les scientifiques. Et je vais arriver à la partie topologie. Et je dis à ce moment-là à ces gens-là, il y a des choses que vous devez comprendre avec les mains. Si vous ne le faites pas, vous ne comprendrez pas. Vous voyez ce petit truc que j'ai fait tout à l'heure avec cette bande de papier, eh bien, il faut le faire soi-même. Donc là-dedans, je dirais, vous allez prendre du papier, vous allez découper des bandes de papier, les coller, et vous allez faire cette expérience. Parce que quand on a fait ça, on se rend compte qu'il y a un mur entre le possible et l'impossible. La topologie, ça vous montre qu'il y a des choses qui sont possibles qu'on ne comprend pas. Et vous voyez, par exemple, cette idée qu'on puisse avoir un univers où les régions qui ont le temps
inverses puissent coïncider, c'est extraordinaire, un truc pareil. Et ça, on ne peut le comprendre que quand on lit Topologico ou quand, justement, on fait des manips de ce genre. Alors après, les, les formalismes algébriques qu'on peut mettre là-dedans, c'est presque secondaire. Il faut d'abord comprendre ce genre de choses-là. Et c'est extraordinaire. Donc, autrement dit, Sakharov plus Morin, c'est déjà un choc. Là, ce modèle Janus, il commence à se construire dans son aspect topologique. Vous voyez. Alors, Quand vous dites que c'est un choc, vous dites que c'est un choc chez vous, dans votre personne à ce moment-là. Et là, on est dans quelles années? Années des 70, j'imagine? 70, 75 ou? 70, c'est les années 70, c'est les années 70. Alors, vous voyez, peut-être que vous trouverez des images pour illustrer ça, mais vous voyez, l'idée de Janus, c'est que l'univers est entièrement compact, fermé. Hein. C'est-à-dire que vous prenez une sphère, au pôle nord, vous mettez le Big Bang, au pôle sud, vous mettez le Big Crunch, et puis l'univers, c'est un cercle qui se détend, qui arrive à un maximum, qui après se concentre. Alors, vous voyez, dans le temps, c'est fini, dans l'espace, c'est fini. Et alors, quand vous prenez cette sphère espace-temps, eh bien, avec la magie initiée par Morin, vous pouvez la replier sur elle-même, et à ce moment-là, vous avez donc un espace-temps dans lequel les régions à temps opposé sont en coïncidence. Et alors, il y a aussi une chose, c'est que le Big Bang et le Big Crunch viennent en coïncidence. C'est extraordinaire. Autrement dit, si tout d'un coup vous voulez savoir ce qu'il y a avant le Big Bang, eh bien vous allez vers le Big Bang et hop, vous vous retrouvez avec le temps qui s'est inversé. Mais vous voyez, rien que philosophiquement, mais vous savez, dans le temps, les grands scientifiques, mais c'était des philosophes, c'était des gens qui étaient médecins, mathématiciens, philosophes, géomètres, des tas de choses. Et c'est ça. Alors que maintenant, mais ça n'existe plus. Je vais vous dire une chose, avec les Oui, scientifiques ben, si je peux moyens, me permettre, d'ailleurs, c'est le genre de point qui est très intéressant en lien avec votre implication politique parce que je crois que ça fait partie du système d'éducation aussi et que dans le futur, ce serait bien de revenir à former des gens qui sont multidisciplinaires. Même au Québec, ici, on avait jusqu'aux années 70 ce qu'on appelait le cours classique qui donnait aux gens des bases de philosophie, même des bases de latin, tout ça. C'est tout parti en 20, 25 ans et les gens aujourd'hui, on dirait que ces formés sont des techniciens du système. Bref, excusez-moi pour la parenthèse, mais je trouve ça très intéressant ce que vous dites et ce serait bien qu'on ait plus de gens qui sont des penseurs généralistes à la place d'avoir juste des gens qui pensent de plus en plus petits dans leur silo, tu sais. mais avec ces petits scientifiques de notre époque qui sont enfermés dans les trucs, mais je m'emmerde. Vous pouvez pas s'ennuie avec ces gens-là, on s'ennuie. Ils s'imaginent que quand c'est compliqué, c'est intéressant. C'est effrayant, quoi. On est dans une situation de vide scientifique total. C'est effarant. Alors, donc, il y a cette rencontre avec le mathématicien Morin. Puis alors, après, je rencontre un autre mathématicien qui est Jean-Marie Souriau. Alors souvent, quand je fais un dessin de lui, j'imagine l'enchanteur Merlin, quoi. Alors, Souriau, c'était l'alchimiste. C'est-à-dire que lui, il a des outils mathématiques qui s'appellent la théorie des groupes dynamiques, quelque chose d'extrêmement abstrait. Et quand je l'allais le voir, j'avais l'impression qu'il était en train de tourner dans son four comme un alchimiste. Et l'idée de Souriau qui était extraordinaire, c'est que si on a un espace avec ses propriétés géométriques, eh bien à ce moment-là, les mathématiques vont vous permettre de dire ce qu'il y a dedans. Alors évidemment, on pourrait dire, bon, prenons l'espace euclidien, celui qui est l'espace dont nous avons une perception immédiate, comme ça, avec son théorème de Pythagore et tout ça. Eh bien, à ce moment-là, Souriau sort son chapeau comme un magicien et il dira, eh bien, dans cet univers, eh bien, il y a des sphères, il y a des droites, il y a des plans, il y a des cylindres. Bon, ça nous paraît évident, d'accord. Maintenant, là où ça devient intéressant, c'est quand on prend l'espace-temps. L'espace-temps, c'est un espace à 4 dimensions. Alors, la relativité restreinte, c'est entièrement conçu, articulé sur une idée. Nous vivons dans un espace de Minkowski. Et ça, c'est une chose qui est apparue en 1905. Minkowski était un mathématicien, un géomètre. Ça contient toute cette relativité. Et à ce moment-là, ce qu'a fait Souriau en 1961, avec ces techniques mathématiques, c'est de dire qu'est-ce qu'il y a dans cet espace de Minkowski. Alors, il y a une chose, c'est que dans un espace à 3 dimensions, il y a des plans, il y a des sphères, il y a des droites. Mais qu'est-ce qu'il y a dans un espace-temps? C'est des mouvements. Hein. Donc, à ce moment-là, dans cet univers, Souriau dira, bon, ben voilà, il y a des mouvements qui représentent la matière,
et puis des mouvements qui représentent des photons. C'est extraordinaire, un truc pareil. Et à ce moment-là, ça lui permet de définir géométriquement une chose vraiment étrange qui s'appelle le spin. Il est le seul à l'avoir fait. Mais alors, avec cet outil mathématique, on voit la chose suivante, c'est qu'il existe des mouvements orthochrones qui vont du passé vers le futur. Mais il y a également des mouvements rétrochrones qui vont du futur vers le passé. Et ça apporte la réponse à cette question, à cette idée de Sakharov. Ça veut dire quoi que des particules cheminent à rebrousse-temps? Eh bien, ça veut dire qu'elles ont une énergie et une masse négative, compris? Alors, à ce moment-là, ça veut dire que le modèle Janus, c'est un modèle dans lequel on a une sorte d'univers parallèle, on a notre univers de masse positive, et il cohabite avec un univers de masse négative. Alors c'est vrai que les gens diraient, mais il est où cet univers? Mais il est dans votre pièce. Des particules de masse négative, il y en a pas beaucoup, mais il y en a, voilà. Donc, déjà, je me permets peut-être une petite question, juste une mini parenthèse dans votre lancée. Est-ce que selon vous, moi j'aime bien entre autres les physiciens Thomas E. Bearden et Dan Winter, je ne sais pas si vous les connaissez, mais en fait eux ils interprètent ce que vous me dites en termes d'entropie et pour eux par exemple donc la masse positive ou l'univers positif orthochrone, on pourrait parler d'un univers anthropique. Et le rétrochrome, on pourrait parler de négantropie. Est-ce que c'est quelque chose qui fit ou qui fonctionne avec votre vue à vous ou pas vraiment? Vous n'utilisez pas le terme négantropie? je ne me suis pas vraiment posé la question, pour tout vous dire. Je sais que c'est un peu. Je ne me rappelle plus comment il s'appelait, un type qui a imaginé ce point Janus. D'ailleurs, on est le deux à utiliser le mot Janus. Moi, j'utilise le mot Janus, pourquoi? Parce que Janus est un dieu romain, hein, et vous savez qu'il y a deux visages. Il y a un visage qui regarde vers le futur et un autre qui regarde vers le passé. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ça. Maintenant, lui, il a pris le point Janus. Alors, effectivement, on peut dire que le Big Bang s'est remplacé par un point Janus. Enfin, je ne suis pas très consommateur de toutes ces questions. Ouais. Excusez-moi, c'est ça, des fois, je regarde plein de trucs et des fois, dans ma tête, elle met des choses ensemble, mais c'est plus par curiosité, parce que si vous m'aviez dit oui, j'aurais fait, ah, ben mon Dieu, comment et tout ça. Donc, je vous laisse poursuivre après, ouais. Mais ce que je veux vous montrer, c'est comment se construisent les choses, comment se construisent les choses. Il y a d'abord un Russe qui dit un truc bizarre, puis après, il y a un géomètre qui vous montre qu'on peut reprendre l'univers et le replier comme ça de façon extraordinaire. Puis alors après, il y a un mathématicien alchimiste qui dit, ah ben, c'est très simple, les particules qui vont en rebrousse-temps, c'est des masses négatives. Ah, très bien, bon, voilà. Alors après, donc, dans l'histoire Janus, dans les années 80, j'ai fait ce qu'on appelle une hypothèse heuristique. Alors, hypothèse heuristique, ça consiste à dire, je vais supposer que les choses fonctionnent comme ça, je vais voir comment ça marche, puis après, je verrai si je peux justifier ça. Alors, c'est vrai que moi, j'ai trouvé ça assez intuitif. J'ai dit, bon, les masses positives s'attirent, on va prendre un modèle où les masses négatives s'attirent et où les masses de signes opposés se repoussent. Bon. Et je n'avais pas de justification d'un truc comme ça. Simplement, on a fait des simulations sur ordinateur à la fin des années 80. Et à l'époque, vous savez, il fallait avoir un gros ordinateur pour faire trois fois rien. Maintenant, vous faites ça avec votre PC, mais Ah à ouais. l'époque, j'avais un ami qui avait accès à Cray-One. Vous vous rappelez, le Cray-One, c'était le truc le plus puissant possible, imaginable. Avec ça, on arrivait à mettre 500 masses positives et 500 masses négatives. C'était extraordinaire. Il fallait encore que ça calcule pendant 1 heure. Ah ouais, c'est ça. On met tout ça dans un Cray-One. Alors, comme les masses négatives et masses positives se repoussent, bon, vous prenez un endroit, vous mettez des gens qui ont des opinions politiques différentes. Vous mettez le Front National et le Parti communiste, et puis vous attendez. Ils vont se séparer, quoi. Donc à ce moment-là, vous aurez des groupes de l'un, des groupes de l'autre, mais ça ne donnait pas grand-chose. Puis à ce moment-là, j'ai eu une idée tout à fait au hasard. À un moment, j'ai dit, mais si on mettait des masses négatives plus importantes? Et alors, je me rappelle, c'était un garçon qui faisait sa thèse en Allemagne sur un gros ordinateur, parce qu'il lui aussi avait accès à une grosse machine. À l'époque, il fallait une grosse machine à la fin des années 80. Et alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le cosmos, pour que les objets se forment, il faut qu'il y ait quelque chose qui puisse fonctionner, qui est la stabilité gravitationnelle. Alors, par exemple, quand on imagine qu'une étoile se forme, comme le Soleil, par exemple, eh bien, c'est une masse de gaz qui va se contracter. Mais comme elle se contracte, elle s'échauffe.
hein. Quand vous poussez sur un piston de pompe à bicyclette, ça chauffe. Donc à ce moment-là, ça chauffe et le milieu s'ionise. Et à ce moment-là, on a une sorte de boule de plasma et qui ne veut plus se contracter. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut que l'étoile, qui à ce moment-là s'appelle une proto-étoile, et le Soleil, à ce stade-là, avait un diamètre qui était pratiquement l'orbite de Mercure, il était beaucoup plus grand que maintenant, eh bien, il faut qu'il évacue cette chaleur par rayonnement. Alors, il y a un problème, plus un objet est gros, plus il aura de mal à évacuer cette chaleur, parce que la quantité de chaleur, c'est comme le volume, et le volume, c'est comme le cube du rayon, alors que le radiateur, c'est la surface, et c'est comme le carré du rayon. Donc, autrement dit, un objet grand va avoir du mal. Donc, autrement dit, on n'imaginait pas que les galaxies telles qu'elles sont conçues actuellement puissent se former rapidement. Vous verrez partout que les scientifiques imaginaient qu'on ne trouverait pas de galaxies comme la Voie lactée avant 1 milliard d'années. Et à ce moment-là, on imaginait qu'au contraire, c'était des petites galaxies qui se formaient et qui avaient des masses du centième de la galaxie. Et après, c'était ces galaxies-là qui arrivaient à se rejoindre et à former ces objets. Et là, patatras, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'on a les premières images du James Webb, eh bien, on trouve des galaxies qui ont 500 millions d'années. Et puis maintenant, c'est 400, c'est 350 millions d'années. Et je disais tout à l'heure que les premiers articles qui ont été parus sur ce domaine-là, il y en a un, je crois que c'est le premier, il porte le mot panique. P-A-N-I-C, panique de points. Panique, c'est la panique complète, on trouve des galaxies entièrement formées. Incroyable, un truc pareil. Alors évidemment, les scientifiques sont là en train de dire, oui, c'est merveilleux, voilà une nouveauté, nous allons pouvoir envisager des choses nouvelles. Mais oui, mais leur modèle est dans la merde complètement. Ça marche plus. Le modèle d'Einstein, la relativité générale, est incapable de faire ça. Ils peuvent tourner les choses dans tous les sens, ils sont incapables d'imaginer des galaxies qui se forment aussi rapidement. Alors que quand vous prenez le modèle Janus, ben dans le modèle Janus, vous avez des gros conglomérats de masse négative qui se forment, et puis la matière, elle est prise en sandwich entre les deux, donc elle est rétrocomprimée, mais elle est rétrocomprimée avec une structure en bulle jointive, donc en plaque. Et quand vous comprimez une plaque, elle chauffe, mais alors après, c'est optimum pour évacuer l'énergie, c'est extraordinaire. Donc, autrement dit, il y a une compression très rapide de la matière, elle s'échauffe, et puis elle se refroidit, et toutes les galaxies se forment dans la première centaine de millions d'années. Vous entendez? Toutes les galaxies. Et elles se forment telles qu'elles sont actuellement, avec leur masse, et même leur structure spirale se forme à ce moment-là. Donc, le modèle Janus, à la fin des années 80, prédisait ça. Et donc, ouais, c'est ça. Donc, en fait, si je me permets dites-moi si je comprends bien ce que vous m'avez dit, je vais juste résumer dans mes propres termes. Vous avez pris dans le modèle classique un nouvel axiome, si on veut, une nouvelle fondation que vous avez sorti, comme vous avez dit, un axiome fondamental ou heuristique, qui était de rajouter beaucoup plus de masse noire à l'origine ou d'antimatière, si on veut, que de matière. Et ça, c'était dans le modèle visible, donc le modèle cosmologique qu'on voit. Est-ce que et suite à ça, plus tard, donc les observations des télescopes ont confirmé ce que vous avez prédit avant. Donc, vous avez une confirmation de votre modèle en ce sens-là, qui est le modèle qui se fait par plaque de temps, si on veut, en tout cas par plaque de radiation et qui permet un refroidissement plus rapide. Mais est-ce qu'au même moment, est-ce que vous avez également fait un postulat inverse qui est plus de matière positive dans un univers, un rétro-univers? OK. Non, non, si c'était comme ça, on n'observerait pas ce qu'on observe actuellement. Le problème, si vous voulez, quand vous faites un modèle, vous cherchez quoi? Vous cherchez à rendre compte des observations, nom de Dieu, hein. Et là, il se trouve que ça fonctionne. Simplement, il y a une chose qu'il faut se mettre dans la tête qui est assez étonnante. Le modèle Janus est le seul modèle qui soit dissymétrique, comme ça, dans lequel il y a beaucoup plus de masse négative que de masse positive. Et vous voyez, quand vous dites, est-ce que pourrait y pas avoir un autre univers où ce serait l'inverse? Non, non. Là, vous imaginez cette symétrie. Or, en fait, À la l'idée... symétrie de Sakharov qu'on a parlé un peu plus tôt, en fait. Donc, tu sais, je me dis, dans son univers son antivers, finalement, peut-être que ce serait l'inverse, mais tu sais, c'était juste une question. Mais juste pour terminer sur ma question, en même temps, donc, cette source d'antimatière supérieure, ça, c'est votre axiome, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire que vous n'avez pas de causalité physique par rapport à ça. C'est un axiome que vous placez là et ça l'a donné
les bons résultats. C'est bien ça? Il n'y a pas de cause physique qu'on peut mesurer ou observable à cet axiome. Écoutez, il y a une chose, quand vous dites une confirmation, c'est les observations. Alors, il y a une chose, c'est que, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avais pris les lois d'interaction entre les masses de manière heuristique. Mais ces lois-là, elles sont contredites par l'équation d'Einstein. C'est ça qui est terrible. Hein. Quand vous prenez l'équation d'Einstein, elle vous dit la chose suivante, les masses positives, ça attire tout, et les masses négatives, ça repousse tout. Ah bon, alors à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, je vais prendre une masse positive, puis je vais prendre une masse négative. Alors, la masse négative, elle repousse la masse positive, et elles vont faire comme ça. Elles vont se mettre à accélérer. Alors, vous voyez, une chose, c'est que comme ça se passe dans ce sens-là, ça viole le principe d'action-réaction. Le principe d'action-réaction, c'est tu m'attires, je t'attire, tu me pousses, je te pousse. D'accord? Bon. Et c'est vrai que moi, quand j'avais pris mes lois d'action, j'ai pris intuitivement l'axiome d'action-réaction. Or là, ça ne marche pas. Et ça a été montré par un cosmologiste qui s'appelle Hermann Bondi en 1957. Et la conclusion a été, donc, c'est pas possible de mettre des masses négatives dans l'univers, parce que ça n'a pas de sens. Hein, des trucs qui se courent après, comme ça. On ne peut pas faire de la physique avec ça. Alors, c'est là que je parle d'un troisième mathématicien, ou un quatrième, je ne me rappelle plus, que je rencontre. Et c'est un type que, forcément, vous avez peut-être entendu parler, c'est Alexandre Grothendieck. Vous avez entendu parler Ah d'Alexandre oui, Grothendieck? on apprend ça en première année ici au primaire ou au Québec. Non, en fait, non, je ne le connais pas du tout. Non, mais Alexandre Grothendieck, il faut en parler parce que c'est tellement extraordinaire. Voilà un garçon qui est fils d'un révolutionnaire russe, d'un juif russe qui s'appelait Sacha. Donc, Sacha est ukrainien et il commence par passer 10 ans en prison dans les geôles du tsar. Hein. Puis alors après, il quitte la Russie et il arrive en Allemagne. Et là, il séduit une bourgeoise allemande à qui il fait un enfant qui va être le père d'Alexandre. Et tous les deux, ils sont des révolutionnaires très actifs. Comme il y a la guerre d'Espagne, par exemple la révolution espagnole, ils vont en Espagne. Et on laisse Alexandre à la garde d'un pasteur allemand qui l'élève comme il peut. Puis alors après, la guerre d'Espagne s'arrête en 1936. Et à ce moment-là, le couple Sacha et Anka, sa femme, reviennent à Paris. Alexandre les rejoint. Et c'est là qu'à ce moment-là arrive la Seconde Guerre mondiale. Sacha est juif, donc Alexandre est juif aussi. Vous voyez, donc à ce moment-là, Sacha est emprisonné, est envoyé à Auschwitz. Le père meurt à Auschwitz. Et à ce moment-là, la mère d'Alexandre emmène son fils dans le sud de la France. Et à ce moment-là, elle l'élève toute seule à Montpellier, quoi. Et c'est là qu'on découvre qu'Alexandre est un type pas ordinaire. Il n'apprend pas les mathématiques, il les invente au fur et à mesure. Et il va à une vitesse complètement folle, ce qui fait que assez rapidement, les mathématiciens français se disent Alexandre, c'est pas un grand mathématicien, c'est un génie, carrément. Ça existe, les génies, ils sont incontrôlables. Voilà un type qui a fait une œuvre en mathématiques. Si on met les bouquins les uns derrière les autres, ça fait 1 mètre de long, quoi. Il est d'une productivité absolument totale. Bon. Puis, tout évident pour lui. Alors, à ce moment-là, les Français se disent, bon, il faut absolument qu'il rentre dans le moule français. Or, il est apatride. Hein. Il n'a pas vraiment de nationalité. Alors, à ce moment-là, pour qu'il ait un poste dans la fonction publique en France, il faut qu'il fasse son service militaire. Et Alexandre, il refuse. Alors, on le prend quand même comme étranger au CNRS. Donc, il est intégré dans le groupe de mathématiques de normale supérieure. Il a 20 ans. Hein, mais à 20 ans, il avale tout à toute vitesse. Ensuite, on fonde l'Institut des hautes études de Bure-sur-Yvette. Il devient la vedette de cet institut, quoi. Mais alors, quand arrive, par exemple, la guerre du Vietnam, il va au Vietnam, par exemple. Il prend plutôt fait et cause pour les Vietnamiens, quoi. Et il n'a toujours pas voulu faire son service militaire. Et lorsqu'il est à l'IHES, eh bien, à un moment, l'armée essaye de mettre un petit peu un doigt là-dedans. Et à ce moment-là, l'armée propose un petit crédit comme ça. Alexandre dit, si vous acceptez cet argent, moi je fous le camp.
Oh, Alexandre, écoute, ça va nous permettre d'acheter une photocopieuse. Non, non, écoutez, vous faites ce que vous voulez, vous votez. Si vous acceptez l'argent de l'armée, je m'en vais. Personne ne le croit. Vous entendez? Donc les gens votent, ils acceptent les sous. Alexandre, visage fermé, quitte l'IHES. Ah ouais. Et les jours passent, pas de nouvelles. Il y a des visiteurs qui viennent. La secrétaire dit, écoutez, je ne sais pas, j'ai téléphoné, ça ne répond pas. Au bout d'un certain temps, on va à son domicile. L'appartement terminé. Il a rendu les clés, le téléphone aussi. Il s'est volatilisé. En fait, C'est il barré, avait comme on dit. déjà préparé son coup, hein, complètement. Mais il s'est dématérialisé complètement. Alors, les années passent. Et on se demandait où il était passé. Et à ce moment-là, les gens se disent, oh ben, on va faire un truc, parce qu'il avait déjà eu la médaille Field. Mais il n'avait pas voulu aller à Moscou pour recevoir sa médaille, parce qu'il n'était pas d'accord avec la façon dont la Russie stalinienne fonctionnait, quoi. Bon. Mais là, on ne sait pas où il est. Et à ce moment-là, les gens disent, on va lui donner un prix. Alors on lui donne le prix Crawford, qui est un prix qui fait carrément 3 ou 400 000 dollars, quoi. Bon. Et à ce moment-là, il répond très sèchement qu'il n'a pas besoin de cet argent. Alors, à ce Ah ouais. moment-là, les gens disent, mais comment tu as fait pour entrer en contact avec Grothendieck? C'est pas moi, c'est lui qui est entré en contact avec moi, parce que vis-à-vis des militaires, j'ai à peu près la même position, quoi. Donc, il a pris contact avec moi, et il m'a dit, moi, je veux bien qu'on se rencontre, simplement, tu garderas le secret de l'endroit où je suis. Donc, j'ai eu pendant des années des rapports avec Grothendieck. Hmm. Il habitait à une heure de voiture de chez moi. Il était dans un village qui s'appelait Mormoiron et il faisait son pain lui-même. C'était déjà un ermite, quoi. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Et Voilà. excusez-moi, juste pour être sûr que peut-être j'ai mal compris, mais est-ce que lui, il était tombé sur vos publications scientifiques, en fait, et puis il avait aimé ça, il vous a contacté, ou comment est-ce qu'il avait appris, il vous avait découvert, le savez-vous? À l'époque, quand ça s'est produit, moi, je faisais surtout de la MHD, des choses comme ça. Bon, il avait compris que j'étais quand même pas le premier venu, quoi. Ouais, ouais, ouais. Puis il y a aussi une chose qui avait joué, c'est les bandes dessinées. Les bandes dessinées. Le Topologico, c'est une Ah, élite. Et Grothendieck, c'est un champion de la topologie. Donc, OK, OK, OK. Je comprends. Donc, il avait même peut-être vu les bandes dessinées, tout ça, il était tombé sur ça. Wow, OK. Et qu'est-ce que cette collaboration vous a apporté dans votre modèle, Janus? alors, ça, disons que ce que ça a apporté, c'est une exigence. C'est-à-dire que Grothendieck m'a dit, tu sais, il faut oser en science. Si tu oses pas, en fait, les gens ne trouvent pas parce qu'ils n'osent pas faire des choses. Alors j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, regarde, tu as une équation, c'est l'équation d'Einstein. Ça marche pas. Il faut que tu trouves autre chose. Il faut que tu trouves une autre équation. Waouh, trouver une autre équation. Voilà. Et c'est parce que Grothendieck m'a lancé ce défi que je me suis trouvé obligé d'aller plus loin qu'Einstein. Alors, le truc, moi, je ne sais pas, mais euh, j'arrive pas à avoir une grosse tête avec ces choses-là, que je veux dire. Mais logiquement, je suis le successeur d'Einstein. Il n'y a pas de problème. Mais comment voulez-vous que ça me donne le vertige à 88 ans? C'est beaucoup trop tard. Peut-être si j'étais plus jeune, ça me serait monté à la tête. Maintenant, je m'en fous, quoi. Je trouve Ben, ça plutôt rigolo. l'histoire le dira, en fait. Ça risque d'être posthume potentiellement, mais qui sait, peut-être au Panthéon de l'univers scientifique, vous serez le visage. Ce sera une capture d'écran de ces balados, d'ailleurs. Ça va être cette photo-ci. On mettra ça en haut de celle d'Einstein. Voilà. Mais quand on dit l'histoire le dira, mais l'histoire, c'est maintenant. On ne peut pas Absolument. compliquer. La relativité générale, ça marche plus. L'équation d'Einstein, ça a donné. Alors, le truc, c'est que quand on fait quelque chose de nouveau, on pourrait dire, mais vous avez tout cassé. Non, non, l'équation d'Einstein, c'est une des deux équations. C'est comment se comporte le cosmos quand il n'y a que de la masse positive. Mais c'est une vision qui est insuffisante. Donc là, mais de toute manière, dans l'histoire des sciences, à chaque fois qu'il y a un modèle, lorsque sa validité est arrivée à son terme, ça veut dire qu'il va s'intégrer dans quelque chose de plus vaste. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Einstein, avec la loi de Newton. La loi de Newton, elle est dans l'équation d'Einstein. Et l'équation d'Einstein, ben, elle est dans le modèle Janus.
Alors, effectivement, il ne faut pas être modeste, c'est ce que me disait Grothendieck. Il faut que tu aies du culot, nom de Dieu, hein. Alors, si les gens disent, autrement dit, ce que vous dites, vous allez plus loin qu'Einstein, mais oui, mais allez-y avec moi, ne restez pas cramponnés à votre relativité générale, enfin, c'est effrayant. Ils sont morts de peur. Les scientifiques actuellement, ce sont des moines froussards. C'est fou. Je m'emmerde avec eux, c'est pas incroyable. L'Académie des sciences, je vois ça comme une espèce de vieux poulailler avec des pigeons déplumés, quoi. C'est En fait, incroyable. on peut peut-être poursuivre dans cette veine-là, je ne sais pas, parce que tu sais, on arrive à 45-50 minutes bientôt. On peut peut-être tranquillement même transitionner vers l'aspect politique de la science et politique plus large, si vous voulez. Mais si vous voulez peut-être, je ne sais pas, en une minute ou deux, conclure sur le modèle Janus, peut-être ce que vous pourriez nous résumer, comme si j'avais 15 ans, disons, et que je voulais comprendre géométriquement la résultante de toutes ces décennies d'histoire en 2 minutes, si vous pouvez me donner la version école secondaire là, comment visualiser votre modèle, en fait. Et vous savez, moi, à un moment, j'avais dit on pourrait peut-être se limiter à 60 minutes, mais peut-être qu'on peut faire 1 heure et demie, parce que finalement, quand on arrive à être assez vivant comme ça fonctionne quand même, même quand on n'a pas des belles images à montrer, des belles simulations. Enfin, il y a une chose, c'est que Ouais, moi, je prends, j'accepte, donc on fait un +30. c'est plus 30. Allons-y, Donc, donc je vous laisse poursuivre après cette superbe rencontre et lorsque vous avez commencé à oser pousser les idées d'Einstein. alors, écoutez, ce modèle Janus, donc il faut se remettre justement au début des années 90, en 1990. Ce garçon qui était dans ce laboratoire en Allemagne, il avait montré donc il y avait cette structure à grande échelle qui se signalait. Puis j'ai réussi à publier ça dans une revue en 1995. Mais après, on a fait la chose suivante. D'abord, on a compris que les galaxies, quand elles se formaient, elles étaient entourées de masse négative. Donc, ça les confinait. Ça expliquait la courbe de rotation, ça expliquait plein de choses. C'est formidable. Alors après, ce qu'on a fait, c'est que j'ai dit au type, on va essayer de faire tourner la galaxie. Et à ce moment-là, il fait tourner la galaxie et on obtient un film avec une galaxie spirale qui se forme immédiatement. Et il faut vous dire la chose suivante, c'est qu'actuellement, les astrophysiciens du monde entier, que ce soit au Québec, en France ou ailleurs, ne savent pas fabriquer des structures spirales. Depuis 50 ans, quand on met la structure spirale comme condition initiale, on lance et ça disparaît. Pourquoi ça disparaît? Ben, c'est parce qu'on ne comprend pas pourquoi elle se forme. Imaginez par exemple quelqu'un qui veuille comprendre les vagues de la mer. À ce moment-là, il prend une surface liquide et puis il met des ondulations, puis il attend. Ben, ça va s'aplatir, les vagues vont disparaître. Qu'est-ce qui crée les vagues de la mer? Vous le savez, répondez-moi. Selon moi, c'est une interaction entre la gravité avec la Lune et le mouvement des plaques tectoniques ou autres qui fait des mouvements. Je parle des vagues, je ne parle pas des courants, je ne parle pas des marées, c'est des vagues. Les vagues, c'est le vent, chef, c'est le Ah ouais, c'est vent. le vent directement? Ah, bon, voyez-vous, fait que je ne le savais pas. Ben oui, ben, effectivement, on n'y pense pas, mais les vagues de la mer, elles se produisent quand il y a du vent. C'est pour ça qu'il y a des vagues quand il y a une tempête. Et alors le truc, c'est qu'après, quand le vent s'arrête, ben, la mer redevient plate. Donc autrement dit, les vagues de la mer ne se produisent que parce qu'il y a interaction entre deux milieux, il y a l'eau et puis il y a l'air. Et à ce moment-là, ces deux milieux échangent de l'énergie, il y a une friction. Vous voyez? Hmm. C'est ça qui crée les vagues de la mer. Et pour les galaxies, c'est pareil. Simplement, quand vous prenez une tasse de café, quand vous tournez votre café, avec la crème, ça fait une spirale. Mais c'est quoi la spirale? C'est l'interaction entre le café et la tasse. C'est parce qu'il y a une tasse. Imaginez qu'on soit tous les deux dans la station spatiale, hein. À ce moment-là, on se verse une goutte de café. Là, il n'y a pas de tasse, hein. On prend le café, hop, on a une goutte de café comme ça. Bon. Après, je prends ma cuillère, on est tous les deux en apesanteur, comme ça, on flotte dans le truc. Et puis avec la cuillère, je fais tourner le truc. Alors le café tourne. Mais il n'y a pas de spirale. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de tasse. OK? C'est le frottement sur la tasse qui fait la spirale. OK? Donc, autrement dit, quand vous êtes à la terrasse du café et que vous faites tourner votre petit café, ben, vous comprenez pourquoi les galaxies ont des structures spirales. C'est parce qu'il y a une friction dynamique avec l'environnement. C'est extraordinaire, un truc pareil. Et Et est-ce non, que si on est dans un environnement liquide beaucoup plus large, sans tasse près,
est-ce qu'on ne peut pas, avec une rotation assez rapide, et si on met, mettons, du sable ou quelque chose comme ça, est-ce qu'on ne peut pas créer un vortex assez rapide qui fait quand même qu'il y a une spirale qui se forme? Sauf qu'elle va se dissiper avec le temps, en fait, c'est ça que vous dites. Elle va se dissiper. Restons au niveau du café, quoi. Donc, autrement dit, on a cette structure spirale qui se forme et on obtient une magnifique structure de spirale barrée. Ça ressemble même à une galaxie du catalogue. Et ça dure pendant 30 tours. Eh bien, ça passe complètement inaperçu. J'ai essayé de publier ça dans des revues. J'ai fait toutes les revues scientifiques spécialisées et la réponse était Sorry, we don't publish speculative works. Désolé, on ne publie pas de travaux spéculatifs. Donc, quand c'est nouveau, ah, c'est spéculatif. Mais quelle connerie, c'est incroyable, vous vous rendez compte? Et ces trucs-là, ça date de 92. Ça fait combien? Ça fait 35 ans. Hein. Ouais, 32, ouais. 33 ans et personne ne l'a fait, c'est tout. Bon, alors déjà, alors quand vous me dites, par exemple, expliquez ça aux gens, c'est quoi le modèle Janus? Ben, vous prenez les masses positives et les masses négatives, et regardez, il y a tout qui marche. Ça vous donne des galaxies qui se forment, ça vous donne la structure à grande échelle, ça explique le maximum. Alors, vous Mais savez, avant d'avancer, il y a quelque chose que j'ai mal compris que je voudrais vous demander de préciser, si possible. J'aime beaucoup l'image avec la tasse, là, et tout ça, de dire que sans tasse, il n'y a pas de galaxie qui se forme. Mais est-ce que je comprends que dans votre idée, ce que vous me présentez, c'est que les galaxies, en fait, sont en fait incluses dans une tasse, figurativement parlant, bien sûr, là. Donc, il y a il y a une tasse, il y a une enveloppe autour de la galaxie? mais c'est l'environnement de masse négative. Elles sont exactement comme si elles étaient dans les trous du gruyère. Vous voyez, quand vous prenez un Et fromage, quel est l'équivalent de la céramique, de la tasse dans cet environnement négatif? Quelle est la frontière, en fait, autour d'une galaxie? Est-ce que vous la voyez en termes de particules quelconques? Est-ce que c'est une résonance? Moi, je vois ça comme une barrière de transition entre deux densités, peut-être. Est-ce que c'est ça ou? écoutez, je vais vous dire que c'est une bonne question parce que l'interaction de la galaxie avec son environnement de masse négative est faite de façon particulière. Vous voyez, quand vous prenez un fluide comme le café qui frotte sur la tasse, le frottement, c'est fait par les collisions entre molécules. OK? Or, les galaxies, c'est un milieu particulier. Il est tellement dilué qu'il n'y a pas de collision. OK? Il n'y a pas de collision. Et c'est régi par des équations très particulières. Et à ce moment-là, comment est-ce que la galaxie agit? Elle crée des ondes spirales qui sont comme des ondes de gravité. Ça crée un champ gravitationnel et ça va interagir avec l'extérieur. Donc, il n'y a pas de surface de transition, il n'y a pas de friction. Il n'y a pas de friction, il y a une interaction par onde de densité. Exact, Alors, exact. regardez. Mais c'est en fait ce qu'on pourrait appeler un peu une particule virtuelle. Finalement, c'est une particule qui est formée par seulement une transition de densité. Et à l'intérieur de ça, vous avez ce que vous appelez la masse négative qui forme la galaxie dans le plan d'inertie. Et à l'extérieur, vous avez autre chose et d'autres galaxies plus loin. Est-ce qu'on se comprend bien ou? Je sais pas, mais vous connaissez le fromage qui a des trous. Hein, bon. Ben, le fromage, c'est la masse négative. Et dans les trous, vous mettez les galaxies positives. OK? Ça rentre. Ah, OK. Pour vous, la masse négative, c'est ce qui est à l'extérieur. Oui, oui, elle est à l'extérieur. Elle confine les galaxies. Alors moi, je vous montre cette bande dessinée parce que Et je me suis cassé la tête à expliquer tout ça. Hein. Alors, aux lecteurs, ils vont avoir toutes les explications là-dedans. donc, le fromage est la surabondance de masse négative. Les trous sont la masse positive, incluant les galaxies. Mais j'imagine qu'à l'intérieur, vous avez aussi une distribution de positif-négatif dans chaque trou, ou c'est seulement du positif, selon vous? Il y a une séparation complète, c'est un divorce complet. Non, non, Les non, je deux, parle à l'intérieur d'un trou de fromage qui se trouve à être une bulle de galaxie, appelons-le comme ça. Ça, pour vous, ce n'est que de la masse baryonique, j'imagine, positive. il y a OK. très, il y a très peu de masse. Il y a pratiquement que de la masse positive. OK? C'est pour ça que l'équation d'Einstein fonctionne. Ça marche. Mais ça, c'est dans votre modèle à vous, là. On est dans le modèle Janus présentement, là. C'est ça. Parfait. Après, Ouais, OK. la masse négative, elle explique l'accélération de l'univers. Vous savez qu'on a découvert en 2011 que l'univers est en expansion, tout d'un coup, il accélère. Mais il accélère parce que c'est la masse négative qui le pousse au cul, c'est tout. Parfait. Alors, Bon, ben, j'arrête cette parenthèse de questions. Je vous laisse poursuivre où est-ce que vous vouliez aller avec ça. Désolé. après ben, vous avez les deux équations de champ de Jean-Pierre Petit. Quoi. Mais est-ce que vous vous rendez compte
de la provocation que ça représente. Voilà un type de 88 ans qui est à la retraite, qui habite un petit bled dans le sud de la France, il n'est pas académicien et tout ça, il a toujours été un marginal, et tout d'un coup il dit, vous savez, Einstein, c'est moi. C'est catastrophique. Voilà. Alors, donc, ces trucs-là, ça a quand même donné des papiers importants. Euh, En 2024, par exemple, j'ai publié un article de 24 pages dans la revue European Physical Journal. C'est une revue solide. Puis il y a un truc dans une revue de physique mathématique. Bon, il faut vous dire la chose suivante, c'est là qu'on va venir au fonctionnement de la science. Les séminaires sont fermés. Est-ce que vous vous rendez compte? Les portes des séminaires sont fermées. Je leur fous une trouille monstre à ces gens-là. Hein. Et quand vous Alors, dites c'est fermé, vous dites c'est fermé aux gens comme vous qui arrivent avec des idées fracassantes, si on veut, ou totalement externes au milieu académique, des gens qui sont déjà dans le consensus, finalement, principalement. Là. Alors là, il faut quand même faire une petite parenthèse. Pourquoi est-ce qu'un type comme moi peut être excommunié à ce point? Bon, ben, il y a une raison très simple. C'est qu'en 1975, j'ai réfléchi aux expériences que je faisais en MHD. En MHD, j'avais construit un générateur MHD qui produisait de l'électricité avec un truc qui était gros comme une boîte de bière. Ça sortait de 2 mégawatts pendant 100 microsecondes. Et puis, tout d'un coup, je me suis aperçu, en regardant les clichés, qu'on arrivait à faire une onde de choc sans obstacle. Alors, c'est vrai, qu'est-ce que c'est qu'une onde de choc? Quand vous prenez un avion qui se déplace, bon, il faut que l'air arrive à circuler de chaque côté. Hein. Mais tout d'un coup, à la pression, à la densité correspondante, ça ne marche plus. Alors, le système fabrique une onde de choc qui est une remontée de la densité, et à ce moment-là, l'air arrive à s'échapper. Et cette onde de choc augmente la température. Alors, quand vous prenez Mach 2, par exemple, bon, bah, la remontée de température, c'est 200 degrés. Alors, quand vous prenez un avion comme le Concorde, vous savez, par exemple, que toute la paroi était portée à 200 degrés. Quand l'avion atterrissait, on ne pouvait pas mettre la main dessus, il fallait attendre qu'il refroidisse. OK. Bon, ben là, c'est Mach 2, et on se limite à Mach 2 parce qu'à cette température-là, les alliages légers résistent encore. Mais si on veut monter plus et aller à Mach 3, il faut du titane. Et là, vous vous rappelez, c'est le fameux SR-71. Et quand cet avion vole à Mach 3 ou Mach 3,5, la température est portée à 350 degrés. Et y compris les fenêtres. Hein, et, comme ces avions faisaient quelquefois des vols de longue durée, les pilotes racontaient quand ils avaient un croque-monsieur à manger, ils le mettaient contre la fenêtre pour le chauffer. Vous voyez. Voilà, bon. Donc, vous voyez, à Mach Une 3, casserole. à 300 degrés. Et maintenant, quand vous commencez à monter, vous arrivez par exemple à Mach 5, là, vous allez de quelque chose comme 1500 degrés, quoi. Et Mach 5, ça commence à être la limite des matériaux. On ne peut plus utiliser du titane, il faut mettre carrément de la céramique. Tout d'un coup, en 2018, les Russes, ils disent, nous, on fait Mach 10 dans Air Danse. Vous vous rappelez, M. Poutine qui dit, non, on fait Mach 10. Bon. Ben, ça, c'est les travaux de Jean-Pierre Petit. Moi, j'avais complètement théorisé ce truc-là et même fait des débuts d'expérience en 1975. Quoi. Bon. Alors, à ce moment-là, il y a un problème, c'est que quand vous voulez faire marcher une machine comme ça en hypersonique, eh bien, à ce moment-là, vous allez créer un plasma autour. Et puis, en plus, comme vous allez faire circuler du courant électrique, vous allez avoir des électrodes. Alors, à ce moment-là, cette machine, la nuit, ce sera une boule de lumière avec des taches lumineuses sur les électrodes qui ressembleront à une hublot. Ça ressemble terriblement aux ovnis, vous voyez. Donc, c'est Ouais, une c'est ça, au catastrophe. phénomène des orbs, ce qu'ils disent en anglais. Donc, je sais pas je sais même pas c'est quoi le terme en français, mais des bulles lumineuses, finalement. En France, ils n'ont pas voulu faire ça parce qu'ils se sont dit, parce que euh, pour moi la vérité, c'est la vérité. Si ce truc-là fonctionne, j'aurais jamais pu travailler sous secret défense. C'est pas possible. Les militaires disaient, on veut bien faire ça, mais il faut que personne ne le sache. Ah non, moi, si je fais du boulot, tout le monde le saura, c'est tout. Donc, c'est pour ça que Gattendieck m'aimait bien de ce côté-là. Bon. Donc, Mais ben, est-ce que les Russes, quand ils ont fait le Mac 10, est-ce qu'ils ils avaient trouvé vos travaux? Est-ce qu'ils vous ont cité? Et est-ce que vous nous dites qu'ils ont même créé une bulle de plasma autour de... mais bien sûr, je sais,
comme personne ne s'intéressait à mes travaux, je suis venu les offrir aux Russes en 1883 à un congrès. Je leur ai tout expliqué, y compris des choses très importantes comme la maîtrise de ce qu'on appelle la stabilité de Velikhov. J'ai vraiment, vous savez, au point de vue plasma, je suis allé très loin. Je ne suis pas le premier venu, quoi. Et je suis connu en Russie. Je suis connu en Russie. Et simplement, ces travaux-là sont passés en secret défense. Et actuellement, les Russes ont des hypersoniques. Ils sont en avance par rapport aux Américains qui Ah sont ouais, bien. Hein, justement, et le physicien Tom Bearden, que je vous parlais un petit peu plus tôt, dans les livres qu'il parle, il parle de tous les travaux qui, finalement, au fil des décennies, ont été sortis des secrets, là, finalement, russes, après la guerre froide. Tranquillement, ils ont décidé, excuse-moi, je cherche des mots français, mais ils ont mis public finalement des trucs qui étaient secrets défense. Et lui, dans le fond, il explique comment les Russes ont avancé 20, 30 ans avant les Nord-Américains et l'Occident, plusieurs trucs sur le plasma et ce que j'appelle la négantropie plutôt. Donc, ouais, en effet. alors, il y a une chose, par exemple, c'est quand on voit actuellement l'Iran qui envoie des missiles sur Israël, on voit quelques images comme ça où on voit des trucs qui rentrent. Et tout d'un coup, on voit un machin, vous avez vu, qui traverse l'écran en moins d'une seconde. Ça, c'est un hypersonique. Hein. Et bon, ces choses-là, c'est pas la peine de dire que ça n'existe pas. Si ça existe, c'est des trucs qui arrivent à Mach 10, on peut pas les stopper, c'est tout. Voilà. Bon. Donc, ça, c'était une première raison pour laquelle j'ai été mis de côté. J'ai écrit des livres aussi. Pour moi, le sujet OVNI, c'était un sujet scientifique comme les autres. Alors, vous imaginez la catastrophe, quoi. Bon. Alors après, Et quand je me il suis y a aucune institution officielle qui vous a juste permis de prendre un local, filmer, présenter et d'avoir des académiciens pour vous donner la réplique, pour vous critiquer. Il y a jamais eu de ça dans les 30 dernières années où vous avez été écoutez, vraiment mis de côté à 100%. écoutez, vous voyez ces bouquins, hein, ces bouquins, il y en a une trentaine, ils sont traduits en 40 langues. Ouais. Et sur le site Savoir sans frontières, les livres sont gratuits. Est-ce que vous avez déjà vu un type qui a 600 000 lecteurs? Je suis connu dans le monde entier qu'un truc comme ça. Eh bien, en France, c'est le silence total. Jamais un journal ne parlera de Jean-Pierre Petit. Jamais une interview de Jean-Pierre Petit. Complet, c'est le blacklisté. Moi, si je suis interviewé, c'est par des médias parallèles, mais pas les médias officiels. C'est pas possible. Et alors, en plus, pareil, dans les séminaires, ah là là, mais ils ont peur. Ils ont peur. Et alors, pourquoi ils ont peur pour la cosmologie? Qu'est-ce que c'est que ce modèle Janus? Qu'est-ce qu'il apporte? Alors, vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'il était très dissymétrique. Hein, les masses négatives sont beaucoup plus lourdes et tout ça. Mais cette dissymétrie, ça va aussi dans les distances. Quand vous prenez notre univers et cette sorte d'univers parallèle, eh bien, les distances, quand vous êtes dans le monde négatif, elles sont divisées par 100. Et la vitesse de la lumière, elle est 10 fois plus élevée. Ce qui fait qu'on gagne un facteur 1000 sur les temps de voyage. Si vous arrivez à inverser la masse d'un véhicule et vous pouvez circuler dans ce véhicule de masse négative, un peu comme dans un sous-marin, vous voyez. Imaginez, par exemple, vous vouliez traverser l'Atlantique, bon, vous faites ça dans l'air, ça va vous prendre X heures, mais par contre, imaginez que dans l'eau, la vitesse du son soit à 10 000 km secondes, à ce moment-là, ce serait instantané, vous voyez. Donc, autrement dit, si on arrive à inverser la masse, on peut gagner un temps fou, et donc les voyages interstellaires sont non impossibles. Alors, vous voyez, quand un théoricien fait une théorie, immédiatement, on lui dit, mais est-ce que votre théorie aurait des confirmations observationnelles? Ben oui, ma théorie, elle dit que les voyages sont faisables. Ben, la confirmation, c'est qu'il y a peut-être des gens qui l'ont fait. Et ça, c'est le tabou absolu. Le Ah tabou ouais. aïe, 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 surtout pas. Ouais. Alors, il y a un truc marrant, c'est que quand vous prenez un objet qui a une masse positive comme ça, s'il inverse sa masse, à ce moment-là, les particules de masse moins m, ils envoient des photons d'énergie négative. Donc, on ne les voit plus. Donc, un objet qui inverse sa masse disparaît devant les yeux de l'observateur. Puis, inversement, quand il a fait son voyage, il réapparaît comme s'il venait de rien. Tout ça, c'est observé. Et le modèle de voyage interstellaire qui sort de Janus, c'est pile poil dans les trucs d'OVNI, vous imaginez. Ouais, C'est très 100%. Et est-ce que avant, en fait, en parallèle ou en collaboration ou en complétion avec la masse négative qui fait finalement disparaître dans notre univers à nous cette masse positive, est-ce que lorsque la masse négative, elle a encore une fois une frontière externe, est-ce que elle a aussi le potentiel d'être contrôlée
dans le champ qu'on pourrait appeler le champ gravitationnel. Donc, il y a la possibilité de faire une masse négative, mais il y a aussi la possibilité de prendre cette masse et de l'alléger, de faire de la lévitation, finalement, chose comme ça. Je réponds. Vous prenez une masse comme ça, une masse positive. Bon. Alors, si vous la lâchez, elle va tomber dans le champ gravitationnel. Maintenant, si vous l'inversez, elle va tomber vers le haut. C'est-à-dire que maintenant, quand vous l'inversez positif, négatif, elle ne bouge plus. Donc, c'est l'anti-gravitation. Elle va l'éviter. En Voilà, dehors c'est du champ. ça. Voilà. Mais vous voyez, je vais vous dire la chose suivante. Le sujet OVNI, c'est le problème scientifique majeur de notre époque. Vous entendez? C'est le problème. Et pourquoi est-ce qu'on ne veut pas l'aborder? D'abord, moi j'ai pas mal réfléchi un petit peu sur ce que c'est qu'une planète, ce que c'est que la vie, ce que c'est que le vivant. Il y a une chose, par exemple, c'est que quand vous prenez les planètes du système solaire, vous avez la Terre, puis vous avez Vénus, vous avez Mars, vous avez Mercure, il y a 4 planètes telluriques. Bon. Alors, il y a une chose, c'est que sur notre planète, il y a une dérive des continents. OK, dérive des continents qui va séparer les continents et puis qui va faire des montagnes. Si vous avez la cordillère des Andes, eh ben, c'est parce qu'il y a une plaque tectonique qui arrive dessus. OK, bon, tout ça, ça va créer des barrières. Alors, simplement, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a une dérive des continents sur Mars? Non. Est-ce qu'il y en a sur Vénus? Non. Est-ce qu'il y en a sur Mercure? Non. Alors, quand on voit la dérive des continents, on imagine effectivement que les continents se séparent. Mais imaginez que sur Terre, vous ayez le pouvoir d'évaporer toutes les masses d'eau. Tout d'un coup, je claque dans mes doigts, il n'y a plus de Pacifique, il n'y a plus d'Atlantique, il n'y a plus rien. Comment est-ce que je sais qu'il y a une dérive des continents? À cause des dorsales médio-océaniques. Vous savez, quand vous regardez entre le continent nord-américain, sud-américain, et puis l'Europe et l'Afrique, il y a une espèce de fracture au milieu. Ah C'est ouais. une fracture parce que ça craque. C'est comme une cicatrice qui ne cicatrise jamais. C'est ce qu'on peut Ça, voir dans Google Maps, même au travers de l'eau, on peut voir les frontières et tout ça, là, ouais. autrement dit, sur les autres planètes comme Mercure, comme Vénus, comme Mars, s'il y avait une dérive des continents, il y aurait des dorsales médio-océaniques. Or, il n'y en a pas. Et effectivement, comment dire, la dérive des continents, c'est aussi lié à la sismicité. Or, nous, on a une sismicité anormalement forte. Alors, on pourrait dire, mais d'où ça vient? Vous savez d'où ça vient, la dérive des continents? Je vous pose la question. Pourquoi les continents sont séparés? Ah ben là, il y a beaucoup d'hypothèses différentes là-dessus. Là. Même honnêtement, je vais être honnête avec vous, je suis même pas certain que c'est quoi le consensus classique sur ça. Là. Mais tu sais, en gros, il y en a qui parlaient que tu sais, au début, c'était il y en avait qui étaient joints et puis qu'avec le temps et les différents soit cataclysmes ou plus la grandeur, la différente l'augmentation de la charge de la Terre au fil du temps, ben, les continents ont pu se séparer. Non, Je... non, c'est pas ça. C'est beaucoup plus simple que ça. Il y a une chose, c'est qu'on a un satellite qui s'appelle la Lune. Comment il s'est formé? Comment s'est formée la Lune? Alors d'abord, il y a une chose qu'on a constatée, c'est que la Lune, elle était faite des mêmes matériaux que ce qu'il y avait sur Terre. C'est intéressant, un truc comme ça. C'est pas du tout quelque chose d'exotique. La Lune, c'est un morceau de la Terre. C'est né d'une collision avec un astre de la taille de Mars qui nous arrivait dedans, boum, ça a créé un éjecta et ça a donné la Lune. OK. Maintenant, tous les scientifiques ont admis ça. Mais quand vous prenez cette masse, elle a coulé au centre de la Terre et il y a une espèce de noyau dur comme ça, qui est cet astre qui a coulé. Mais maintenant, cette masse, elle arrivait avec une énergie 1,5 de mb2, une énergie cinétique. Cette énergie cinétique, elle s'est transformée en chaleur, elle a réchauffé le magma. Ça, vous l'avez jamais entendu parce que les scientifiques, ils sont pas capables de faire ce genre de raisonnement. C'est pas n'importe quel scientifique, on dit, mais attendez, s'il y a un astre qui percute la Terre, ça va réchauffer le magma. Ah oui, peut-être, oui. Mais oui, c'est le truc essentiel. C'est ça qui nous donne un magma anormalement chaud. Alors, maintenant, on pourrait se poser la question. Imaginez qu'il n'y ait pas eu de collision et qu'il n'y ait pas eu de lune. À ce moment-là, le magma aurait été beaucoup plus froid. Alors, à ce moment-là, à quoi ressemblait la Terre? Ben, une Terre sans dérive des continents. Alors, le truc, c'est que je vous posais la question, qu'est-ce qui érode les montagnes? Bon, c'est les glaciers. Et ça se fait à quel rythme? Eh bien, c'est 1 mm par an. 1 mm par an, on pourrait dire, c'est pas grand-chose. Mais oui, mais quand vous prenez 1 million d'années, vous vous rendez compte ce que ça fait? Vous prenez un temps de 1 ou 10 millions d'années, ça y est, il n'y a plus d'Himalaya, il n'y a plus rien. Et s'il n'y avait pas de dérive des continents pour remonter les montagnes, mais tout serait plat.
les reliefs sur Terre, maximum, ce serait 300 mètres. Et pareil dans les océans. Donc, autrement dit, on aura un continent unique, sans relief. Hmm. Donc, autrement dit, on aurait beaucoup moins de, de biotopes. Donc, on aurait une richesse génétique dans tous les domaines animaux, végétaux et tout ça, qui serait beaucoup plus faible, qui serait des centaines de fois plus faible. Et en particulier, lorsque notre civilisation aurait évolué, elle serait entrée dans le domaine de la technologie, il n'y aurait qu'une seule espèce humaine avec un seul langage, une seule culture, une seule science. Vous entendez ça? Mettez ça vous dans la tête. Actuellement, pourquoi on a tellement d'emmerdes? C'est parce qu'il y a des gens qui vivent au Moyen-Âge, d'autres qui vivent à l'âge de pierre, d'autres qui vivent. Tout le monde se tape dessus. Hein. Des gens ne Ouais, parlent ouais, pas ouais. la même langue. Ils se perçoivent que, alors qu'autrement, si on a eu une civilisation monolithique comme ça, eh bien, regardez les Chinois, ils ont connu des époques de guerre, mais au bout d'un certain temps, c'est fini. Il n'y a plus de guerre intestine chez les Chinois. Pourquoi? Parce qu'ils ont une ethnie dominante, c'est les Han, et ils sont tous pareils. Hein. Je sais, ma femme est chinoise. Ah oui, Donc, OK. il n'y a pas de guerre à l'intérieur de la Chine. D'ailleurs, Si, on va faire une mention spéciale à votre femme parce que je sais qu'elle vous a beaucoup aidé au fil de votre carrière. Vous en parlez dans vos vidéos que parfois elle vous a donné des petites idées à gauche, à droite qui vous ont inspiré. C'est l'amour, hein? L'amour, c'est la création finalement. Donc le côté artistique de la science dont vous avez bénéficié. Et en fait, j'aime beaucoup le parallèle que vous venez de faire entre l'aspect anthropique et politique finalement de la gestion d'une monosociété versus toute la société, les sociétés différentes et diverses qu'on a présentement sur la planète. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a inspiré comme raison de vous joindre à M. Asselineau? Je ne sais pas non plus à quel point vous vous joignez à lui, simplement comme consultant partiel, ou vous avez vraiment un désir d'apporter votre contribution au monde politique. Est-ce que ça fait partie de ça? Et est-ce que c'est vous qui les avez approchés ou si c'est eux qui vous ont demandé une contribution de leur côté? écoutez, vous connaissez peut-être la situation française, c'est une catastrophe. Hein. Ben, écoutez, ça va pas très bien ici aussi, de l'autre côté, je peux vous dire. Mais vous êtes en avance sur nous à certains niveaux et nous, on est en avance à d'autres niveaux et on est comme un miroir, en fait, des problèmes nord-américains versus des problèmes européens, les deux, le Québec et la France. En fait, on est vraiment des vrais cousins à ce niveau-là. Il y a une chose, en tout cas, la France actuellement paye un prix énorme du fait d'appartenir à l'Union européenne. L'Union européenne, c'est une clownerie, un truc comme ça. C'est une escroquerie. Et moi, je vois une chose, le seul type qui dit qu'il faut sortir de l'Union européenne, c'est Asselineau. Voilà. OK. Mais on ne sait pas comment on va en sortir. Je veux dire, si on sortait de l'Union européenne, il faudrait se tourner vers les BRICS, vous voyez. Il faudrait s'accrocher à autre chose. Parce que bon, on pourra parler politique tout à l'heure avec ce qui se passe. Moi, je dirais la chose suivante, quand on prend l'attitude de Trump, ma femme a une bonne expression, elle dit qu'il pratique un impérialisme décomplexé. C'est ça, Oui, il fait ça. on pourrait dire que c'est le cas, certainement, d'une certaine façon, je l'avoue. Reste à voir si son impérialisme n'est que de surface ou si c'est vraiment un vrai impérialisme. Le futur le dira, en fait, là, dans les 3 prochaines années, on le verra. Là. Il y a un peu une chose son contraire et tout ça, voilà. Mais Ouais. vous voyez, actuellement, on est dans cette situation clé. Alors après, le problème, c'est que donc, si la Terre n'avait pas connu la collision qu'a donnée la Lune, bon, ok. Alors à ce moment-là, on aurait une civilisation un peu comme la Chine. Les Chinois, ils ne vont pas se battre entre eux. Maintenant, ils ont une espèce de socialisme gentillet, comme ça. Tout le monde. En plus, le pays progresse fantastiquement. Vous voyez, quand vous faites des études en Chine, vous dites j'ai un avenir. Alors qu'en France, il n'y en a plus, vous voyez. C'est quand même énorme. Voilà un pays qui a un avenir. Il produit des millions d'ingénieurs tous les ans. Ils inventent des tas de trucs. Ils ont des brevets pas croyables. Bon, voilà, c'est ce qui se passe. Mais au moins, voilà un pays qui n'est pas en train de s'auto-détruire. Alors que vous allez aux États-Unis, il y a des tensions raciales, des trucs épouvantables comme ça. Voilà. Bon, alors à ce moment-là, effectivement, quand on a un regard sur une planète comme ça qui a évolué, on pourrait dire normalement, avec une seule ethnie, avec des gens qui ont un peu tous la même. Pourquoi prendre la femme du voisin puisque la mienne, c'est la même? C'est à peu près ça, on pourrait dire. Bon. Et alors, à ce moment-là, bon, l'évolution depuis la première cellule, ça sert à quoi? Alors, je dirais que moi, j'ai une sorte de principe philosophique. Comment fonctionne l'univers? Eh bien,
il augmente sa complexité et son champ relationnel. Je répète, il augmente sa complexité et son champ relationnel. Ça, c'est valable depuis la première cellule jusqu'à maintenant. Hein. La complexité, nous sommes des individus, mais nous formons des sociétés, de sociétés. Ensuite, ben voilà, avec ce machin-là, je peux appeler un type qui est de l'autre côté de la Terre. C'est extraordinaire, quoi. Donc vraiment, notre société humaine, elle a augmenté sa complexité et puis elle a augmenté le champ relationnel. Ah, alors en ce moment, on pourrait dire, mais ça s'arrête? Ben non. Imaginez que ce soit tout d'un coup un principe universel, que ce soit une tendance. On dira à ce moment-là, vous êtes finaliste. Oui, si on veut, je suis finaliste. Hein. Alors, est-ce que vous croyez en Dieu? Oh, j'ai une réponse tout à fait différente de ce côté-là. Disons que c'est Suriot qui m'a donné cette idée-là. Euh, Quand vous avez un espace, donc, vous savez ce qu'il y a, la matière qui se trouve dedans. Et c'est avec le travail de Suriot qu'on s'aperçoit que si on veut prendre un espace de Minkowski, eh bien, on donne plus de mou dans cet espace, on a des masses positives et des masses négatives. Maintenant, il y a une chose, c'est que imaginez qu'on vive dans un espace de Hermite. Hermite, c'est un mathématicien français. H-E-R, M-I-T-E. Et bien, dans un espace de Hermite, vous avez 4 types de matière. Vous avez de la masse positive, de la masse négative, et vous avez de la masse imaginaire positive et de la masse imaginaire négative. Autrement dit, ça, c'est la physique, et ça, c'est la métaphysique. C'est un modèle métaphysique. Et ce travail-là, on l'a publié avec mon amie Nathalie Deberg dans une revue de physique mathématique. C'est solide, un truc comme ça. Vous voyez. Donc, on pourrait dire, où est-ce qu'on devrait présenter une chose comme ça? Mais dans un département de philosophie, c'est extraordinaire. Je ne sais plus quel philosophe disait, la métaphysique est comme un grand lac, mais pour le traverser, nous n'avons ni barque ni voile. Moi, j'offre le cadeau pneumatique à monter, on va explorer ça, c'est extraordinaire. Donc, autrement dit, l'univers est une machine faite de hard et de soft. Hein, votre ordinateur, il y a du hard et du soft. Le soft, c'est pas, ça se mesure pas. Vous n'êtes pas avec une balance pour peser le programme d'ordinateur. Hein. Ok. Hein. Et ben, pareil, vos pensées, c'est du soft. Oui, exactement. C'est ce que j'allais dire. C'est l'équivalent finalement de ce qu'on peut appeler l'univers mental, le mentalisme, ou l'univers des ondes ou des projections, ou du blueprint en anglais, un blueprint en 3D. Finalement, c'est du soft, tu sais. Mais alors, le plus fou, vous voyez, c'est que dans cette histoire-là, on est obligé de se poser le problème de la conscience. On est en train de fabriquer des robots. Vous savez, l'intelligence artificielle, c'est assez Et là, extraordinaire. écoutez, c'est un gros sujet, mais là, on arrive à notre 90 minutes, monsieur, monsieur Petit. C'est tellement fascinant parce qu'en fait, c'est pour ça que je vous disais par courriel que un de mes rêves, ce serait d'avoir un espèce d'environnement niche où je pourrais faire des entretiens de 3 à 5 heures même, juste pour les gens qui tripent vraiment et qui ont vraiment une passion comme moi pour aller le plus loin parce qu'on commence quasiment à se réchauffer et puis on pourrait aller beaucoup plus loin dans tout ça. Mais je vais être obligé de nous ramener à une fermeture en fait d'épisode, quand même pour un respect des auditeurs aussi, là, malgré tout, pour le présent. Et je voudrais vous peut-être très rapidement, et on va garder ça très vite, parce que j'espère en fait, qui sait, peut-être qu'au Québec ici, un département de sciences, de philosophie d'une de nos universités pourrait tomber sur cet épisode et ouvrir ses portes à vous pour faire des présentations. Alors, ce sera une pensée positive dans ma masse positive que j'envoie en l'air dans mon univers mental. Mais en deux minutes peut-être, je sais que ça se fait pas, là, mais juste par souci de le mentionner, dites-moi quelles seraient vos meilleures ambitions, vos rêves peut-être en lien avec une transformation politique possible de par l'implication de personnes comme vous. Est-ce que vous verriez un conglomérat de plusieurs scientifiques de différentes provenances se joindre à vous pour conseiller un parti et dans un but d'apporter un nouveau modèle politique, peut-être plus en lien avec la science, ou est-ce que c'est autre chose? Essayez de me dire, ou même peut-être en potentiel énergétique, je sais qu'on ne peut pas élaborer, mais en 2 petites minutes, dites-moi ce serait quoi votre rêve idéal, si on veut. Vous savez, je retourne, c'est beaucoup plus grave que vous ne le pensez. C'est beaucoup plus grave que vous ne le pensez. Je vais vous citer un exemple. Je vous amènerai pas dans ma tête, mais continuons. Je ne vais pas vous inquiéter, peut-être que vous allez avoir du mal à dormir ce soir, mais en 1905, vous avez un monsieur Albert Einstein, il invente quelque chose, c'est E égale MC2. Hein, voilà. Alors, E égale MC2, c'est-à-dire avec une masse, j'arrive à faire de l'énergie. Et à ce moment-là, il y a un mathématicien qui s'appelle Poincaré qui dit oh, c'est très gentil, mais je doute qu'un jour on arrivera à détruire une ville avec une livre de matière.
Eh bien, 50 ans après, c'est Hiroshima. Autrement dit, entre l'idée mathématique et sa réalisation, il s'est écoulé 50 ans. Savez-vous combien de matières ont été converties en énergie dans Hiroshima? Oui? Non, vous savez? Donnez un chiffre. Excusez-moi, non, je pourrais même pas, j'aurais aucune idée de l'ordre de grandeur, en fait. 0,7 grammes. Ah, OK, ah oui, c'est vrai, je l'avais déjà entendu, OK. C'est Voilà. rien, là, tu sais. Alors, maintenant, en 1975, vous avez un Olibrius qui s'appelle Jean-Pierre Petit, qui dit on doit pouvoir voler à vitesse hypersonique sans onde de choc. 40 ans après, vous avez les missiles russes. OK. Bon, alors maintenant, vous avez le modèle Janus, et ça, c'est ce que disait Grothendieck. Toutes les découvertes scientifiques ont des applications militaires. Hein, et les applications militaires de Janus, je ne les verrai pas, c'est dans 40 ans, mais elles sont effroyables. Elles sont effroyables. C'est des armes à côté desquelles les armes thermonucléaires, c'est des allumettes. Ouais, ouais. Vous entendez? Alors, maintenant, quand vous me dites, parce que moi, j'aimerais bien qu'on reparle avec des philosophes. Et vous ne pouvez pas avoir une table ronde avec des gens qui font de la philo, ce serait intéressant. Parce que là, ce que je dis, moi, c'est que... En fait, c'est une des choses que j'aimerais faire personnellement depuis. Ça fait plusieurs années que j'ai ça en tête. J'aimerais faire un genre de projet comme ça pour rentrer des gens de différentes disciplines et qu'ils parlent entre eux, ceux qui sont ouverts en fait au dialogue dans la politique, dans la science et dans l'application, même les praticiens. Parce que moi, je pense qu'il y a dans toutes les théories du tout, si on veut, ou dans les modèles, on parle pas assez de biologie. C'est ce que je reproche aux mathématiciens, aux physiciens un petit peu, parce que je crois qu'il faut être sûr que la biologie fonctionne bien dans tout ça, parce qu'il y a énormément de biologie dans l'univers visible. Mais bref, j'aimerais faire un projet en anglais et un en français, et ensuite prendre des Français qui sont capables de parler en anglais et faire un lien entre l'Amérique du Nord, surtout l'Angleterre et même à l'international, tu sais, ceux qui parlent anglais là-dessus. Donc, on est un petit peu loin, mais dans les prochaines années, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Mais écoutez, on va être obligé de clore ici, parce que là, je sais que vous étiez en train, en fait, d'aller en quelque part avec l'énergie. Mais pouvez-vous me résumer en une minute ce que vous vouliez faire comme point? Vous me posez une question, je voulais une réponse. Je vous dirais, si sur Terre, les gens veulent survivre, il faut qu'ils aient une théorie de la croyance. Vous entendez? Oui, Il faut qu'ils théorisent leur croyance. Et je vais 100%. même dire la chose suivante. Je vous disais donc que le monde, c'est un monde dans lequel il y a du hard et du soft. Il y a un monde tangible, et il y a également le monde métaphysique. Bon, eh bien, les dieux, ce sont les intelligences artificielles de la noosphère. Vous entendez? Ouais, Bing. j'aime l'image, j'aime l'image. Et je peux peut-être même vous mentionner, puisqu'on mélange un peu science, philosophie et politique, que pour les Français qui nous écoutent, probablement que peut-être même la majorité des visionnements seront en Europe francophone, mais au Québec, ici, on est une société très particulière par rapport à ce que vous dites, parce qu'on est passé de la société la plus croyante, la plus homogène en Amérique du Nord, catholique, ici, les Français, Canadiens français et les Autochtones qui se sont joints à la fois aussi à ce niveau-là. Et après, ce qu'on a appelé la Révolution tranquille, entre 65 et 75 environ, on est passé à la société la moins croyante de l'Amérique du Nord présentement et la plus divisée à certains types là, en termes politiques, notre fonctionnement. Et il y a pas beaucoup de choses qui se passent depuis ce temps-là, disons, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, l'idée d'avoir une théorie ou un mécanisme de la croyance est fondamentale. Je suis d'accord avec vous là-dessus, 100%. Mais l'athéisme, l'incroyance, c'est aussi une position. Le Oui, matérialisme, de ne pas croire. Les gens diront, est-ce que vous croyez en Dieu? C'est une position. Est-ce que vous n'y croyez pas? C'est une autre position. Les deux sont stupides. L'athéisme, c'est idiot. C'est un phénomène humain qui se produit, c'est tout. C'est comme si vous disiez, est-ce que vous croyez aux sentiments? Non, ce sont des emprisonnements par les toxines. Non, ça va un peu plus loin, quoi, c'est tout. Et la religiosité, c'est une activité humaine. Et ce n'est pas une activité qu'on peut rejeter. Maintenant, il faut l'objectiver, il faut essayer de comprendre ce que ça veut dire. Disons que cette religion, ça vient de religare en latin, ça veut dire relier. ouais, C'est ouais. des choses. Si vous supprimez les religions, vous refusez le lien entre les gens. Ce qui fait que si un jour, moi, vous me mettez face à des croyants, je ne suis pas un incroyant, mais simplement je vois les choses différemment.
OK? Exact. On peut appeler ça une croyance par la science, finalement. Moi, c'est un peu comme ça que je le vois personnellement. Pour moi, la physique m'amène à la compréhension de l'univers avec une entité plus grande qui me permet finalement, avec la science, principalement de l'électromagnétisme, mais d'autres, de comprendre en fait les principes religieux, les archétypes religieux et tout ça dans la géométrie, même par le plasma et tout ça. Et finalement, en comprenant cela, ça nous permet, selon moi, d'avoir une croyance en ligne avec la science et que finalement, il n'y a pas tant de différence entre les deux, mais on peut tout de même avoir une pratique religieuse 100% en plus de cela et ça crée un effet de communauté, un effet de croyance commune qui peuvent être des croyances qui ne sont pas nécessairement encore prouvées ou quoi, peu importe. Et je pense que ce que vous dites est vraiment un point très, très, très important. Comme conclusion d'épisode, je crois que c'est vraiment un excellent point pour arrêter l'idée d'avoir une espèce de fondamentalement, excusez-moi, une espèce de fondamentaux de la croyance, en fait, pour être certain que les gens comprennent ce que c'est de croire et que les politiques aussi comprennent l'importance de la croyance de sa population et à quel point ça impacte les différentes strates de la population pour mieux les gérer finalement et qu'elles-mêmes se gèrent entre elles en comprenant la croyance avec le spirituel. Vous avez les croyances politiques, vous avez les croyances scientifiques, vous avez les croyances religieuses et les idéologies. L'idéologie, c'est Et pratiquement les une religion. croyances, ouais, 100%. Ouais. Réfléchissez sur vos croyances, parce qu'actuellement, on est en train de se taper sur la gueule pour des croyances différentes. C'est formidable. Hein, on n'a rien changé depuis le Moyen Âge, hein, franchement. Regardez ce qui se passe. J'adore en fait la phrase. Ça pourrait être vraiment la meilleure chose à laisser à nos auditeurs aujourd'hui. Réfléchissez sur vos croyances, pourquoi vous croyez à telle chose et comment vos croyances impactent l'univers dans lequel vous êtes, dans votre communauté, votre famille et sur vous-même en fait. Donc je pense que ce serait vraiment un excellent endroit pour clore le tout, Monsieur Petit. Je vais vous dire un grand merci et en même temps désolé parce qu'on aurait pu, je pense, filer longtemps, mais peut-être qu'on s'en prendra dans le futur, qui sait. Et l'idée est lancée dans l'éther ou dans l'univers, peu importe comment on le voit, d'avoir un projet peut-être de jonction de différents silos scientifiques et de différents penseurs sur une plateforme internationale pourrait être vraiment fantastique en fait. Donc si jamais vous avez d'autres gens qui sont intéressés à ça, n'hésitez pas à m'en reparler. Moi, je serais très, très heureux de pouvoir participer à ça aussi. Et j'aimerais bien sûr, en terminant, Monsieur Petit, que vous partagiez aux auditeurs l'endroit où est-ce qu'ils peuvent se procurer vos livres, vos bandes dessinées. Et donc, juste très rapidement, le site web, je vais mettre ça dans les commentaires, bien sûr. Et également, si vous avez un papier en production présentement, peut-être juste, mais pas évidemment pas rentrer dans une description, mais juste le nom et à quel moment on peut l'attendre ou votre prochain travail, votre prochain projet. Au prochain projet, Oui, ben l'endroit où est-ce qu'on peut trouver vos livres, donc pour les gens qui sont à l'audio. Et ensuite de ça, vous avez un site web aussi, le mentionner peut-être. Votre chaîne c'est là. YouTube, bien sûr, Jean-Pierre Petit. Les bandes dessinées, c'est moi qui les imprime, elles sont dans mon salon, et ma femme les envoie par la poste, et on les envoie au Québec. Si les gens du Québec veulent qu'il y ait, en plus c'est en couleur, c'est chouette, quoi. Bon, voilà. Hein. Et puis c'est assez amusant. Moi j'aime bien m'amuser, nom de Dieu. Hein. Et avec ça, on rigole bien. Quoi. Et à quel endroit est-ce qu'on va pour pouvoir les commander avec vous et votre femme? Vous les commandez par l'intermédiaire du site internet. Il y a, par exemple, je sais pas, il y a les gens, s'ils ont un compte PayPal ou des choses comme ça, vous voyez, c'est pas très cher, et puis on expédie les bandes dessinées. Voilà. Parfait. Et c'est quoi le nom du site Internet? Genre, ah ben, vous connaissez pas mon site, www.jp-petit.org. Ah oui, mais en fait, je voulais vous laisser le bonheur de l'annoncer aux auditeurs. En fait, bien sûr, je le connaissais, mais c'était pour vous laisser le mentionner. C'est gratuite. Alors, vous avez le site www.savoir-sans-frontières.com. Et là, vous avez les bandes dessinées. Quoi. Et surtout, En format PDF, si on veut, là. Excellent. bon, voilà. Super. Et est-ce que vous avez un projet actif présentement sur lequel vous planchez fort en terminant? Ou c'est juste de faire reconnaître le modèle Janus au plus nombre de gens possible sur la Terre? Ou, Si vous voulez que moi, j'avais sorti 4 livres avec un journaliste qui s'appelle Jean-Claude Bourret, que vous connaissez peut-être. Eh bien, Jean-Claude Bourret, il s'est mis tout à coup à raconter à tout le monde que mes calculs étaient faux. Hein. Alors moi, je lui ai dit il y a un an, mais tu ne peux pas continuer à toucher 20% de droits d'auteur alors que tu dis que les livres ne tiennent pas debout. Ça ne fait rien, ça ne le dérange pas. Donc, c'est une attitude malhonnête. Bon, il y a eu lui, il y a eu d'autres gens, donc parce que là, je n'ai pas eu beaucoup de chance. Donc, je suis en train d'écrire d'autres livres. Mais ces livres-là, eh bien, je les sortirai moi-même, comme ça. Voilà, c'est tout.
Excellent, excellent. Alors, on a quelque chose à attendre, à se mettre sous la dent de Jean-Pierre Petit dans les prochaines années. C'est super. Alors, je vais inviter les auditeurs, peu importe où vous êtes dans la francophonie, à vous abonner à la chaîne YouTube de Jean-Pierre Petit, à commander ses livres via les 2 sites web qui sont dans la description qu'il vient de mentionner, et bien sûr, à le suivre dans ses prochaines aventures scientifiques, philosophiques et politiques. Qui sait, peut-être qu'on assiste présentement à la naissance d'un nouveau monde politique. C'est ce qu'on espère. On fait des prières pour le futur parce qu'on espère, on essaie de questionner et bien sûr de comprendre nos croyances, bien important en terminant. Jean-Pierre Petit, un immense merci, sincèrement, c'était fantastique. Restez en ligne, je vais terminer l'enregistrement et simplement le moment de dire à nos auditeurs, rappelez-vous, hein, si vous vous abonnez en grand nombre, vous aimez la vidéo, vous commentez le plus possible, eh bien, on va réussir peut-être à arrêter le tout parce qu'en fait, mon podcast, c'est que j'essaye d'arrêter de faire des podcasts. Alors sur ce, essayons de me forcer à arrêter. Salut tout le monde et à la prochaine.